Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Antoine raconte le sport. Pour ce deuxième épisode, je me suis rendu à Pau pour rencontrer le désormais ex-kayakiste Sébastien Combeau. Le breton de naissance est revenu sur les moments forts de sa carrière. Avec des hauts, comme son titre de champion du monde en 2007 au Brésil, son titre de champion du monde par équipe en 2014 ou encore sa participation aux Jeux Olympiques en 2016, et des bas aussi avec plusieurs années de passage à vide avant de changer drastiquement de méthode d'entraînement en 2013 pour se relancer et briller. Sébastien Combeau m'a ouvert la porte de son bureau à la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées où il occupe désormais le poste de chargé de mission sport de haut niveau. Bonjour Sébastien Combeau, alors toi tu es un ancien kayakiste double champion du monde de slalom, une fois en individuel en 2007 et une fois par équipe en 2014. Et si on reprend tout du début, tu as commencé le kayak dans ta région, en Bretagne, dans le club de Lannion. Déjà, qu'est-ce qui t'a amené à découvrir ce sport ? Eh bien, en fait, à Lannion, on est proche de la mer. On a une rivière qui passe, donc le Léguerre, qui passe en plein centre-ville. Et je faisais beaucoup de pratiques sportives diverses, donc avec les différentes propositions de la ville. Et un jour, passant près de la rivière, je me suis dit pourquoi pas essayer ça, quoi. Parce qu'il y a un stade d'eau vive, un petit stade d'eau vive vraiment au centre de la ville. Donc c'est comme ça que ça a commencé. J'ai d'abord essayé pendant les vacances, ça m'a plu. Et puis j'ai poursuivi ensuite l'année qui a suivi en club. Et puis là, assez vite, je me suis bien plu dans ce que je faisais. Et il y avait une bonne ambiance. Le club a su, par des jeux, tout ça vraiment me donner envie. Et puis après, assez vite, au bout d'un an, j'ai commencé les compétitions. Je crois que dès la fin de la première année, j'ai commencé une petite compète. Ça m'a plu, les résultats sont arrivés assez vite. Du coup, forcément, la machine part c'est d'autant plus facile d'y retourner. C'est comme ça que ça a commencé, dans un club et puis en passant près de la rivière. Et tu avais à peu près à ce moment-là 9-10 ans, c'est ça ? Ouais, 9 ans, ouais, tout à fait. Et ton premier entraîneur, c'est Nicolas Cardunet, si je le prononce bien. Carduner, ouais. Nicolas Carduner, c'est ça. Comment ça se passe justement tes premières années de pratique avec lui ? Quelle relation tu avais avec lui ? En fait, au début, c'était plus... c'est un club qui a un permanent, un salarié permanent, mais qui aussi a une politique très inclusive avec je vais pas dire les grands, mais les grands ados du club qui viennent bénévolement accompagner, prennent des petits groupes et tout ça. Donc j'ai eu une multitude on peut appeler ça des entraîneurs ou des animateurs dans mes débuts. Alors je pense aussi à d'autres, Michel Lanchec, Gilles Damiosec, Jérôme Le Gall, il y en a eu d'autres, mais il y avait aussi Nicolas Carduner. Et effectivement, c'était au début vraiment du jeu, quoi, de l'apprentissage, aussi la découverte de la nature. C'est une belle rivière qu'on a à Lannion. Donc c'est le groupe et le plaisir qu'on y prend qui faisait que, comme dans n'importe quel sport, on accroche quand c'est bien fait. Et ensuite est venu l'entraînement. Et l'entraînement, c'est surtout venu derrière avec Franck Delachère, qui est le salarié encore aujourd'hui du club. Franck dit Bozo le clown, donc qui aussi a se toucher vraiment cette fibre aussi bien d'animateur dès le plus jeune âge que ensuite d'entraîneur vraiment au plus haut niveau presque, quoi. Voilà. Donc et puis après j'en oublie plusieurs parce que c'est un club qui a aussi beaucoup d'anciens athlètes de très haut niveau et du coup qui sont encore présents, qui donnent des conseils. Et je me souviens, c'est plus tard, mais dans les années juniors, cadets, où là différentes personnes ont joué un rôle, quoi. Donc les années passent, tu montes en puissance, tu commences à te révéler vraiment l'année 2005, tu quittes Lannion pour Toulouse et tu deviens champion de France junior et d'Europe par équipe en prenant une 3e place en individuel aussi. Comment tu vois ton avenir dans ce sport à ce moment-là et surtout, qu'est-ce qu'on ressent avec ces premiers titres ? En fait, j'ai la chance quand même d'avoir perfé dès le plus jeune âge. Je dis que c'est une chance parce que
Alors je me suis pas endormi, mais c'est une chance dans le sens où la machine a été alimentée. J'avais envie de la compétition, c'était vraiment quelque chose que j'appréciais, que j'apprécie toujours, mais voilà, dès le plus jeune âge, j'appréciais. Donc du coup, il y avait de l'envie, quoi. Donc à tous les âges, en minime, je faisais les championnats de Bretagne où je les ai remportés. Ensuite, il y a eu les championnats de France cadets où je les ai remportés. En junior, pareil. Donc j'étais habitué à faire des courses de niveau plus ou moins important et avoir une démarche de performance. Et donc ensuite, donc l'année 2005, en fait, c'était une très belle année. Et, euh, et donc je termine effectivement au niveau national très bien au championnat de France. Et puis ensuite, championnat d'Europe, où effectivement là, je termine troisième en individuel et premier par équipe. Et donc ça, c'est pendant l'été. Et en septembre, j'attaque Toulouse. Donc c'est un peu le changement de situation. Si on revient un petit peu en arrière, c'était une vraie réflexion dans les années de lycée où j'ai beaucoup de collègues qui ont fait le choix de partir de la Bretagne ou de partir de Lannion pour aller s'entraîner à Rennes où il y avait un grand centre d'entraînement. Moi, mon choix était de rester en Bretagne, près de mes parents, à Lannion, et puis seulement prendre mon envol ensuite une fois le bac en poche. Et par contre, de partir carrément dans le sud-ouest où finalement tous les champions étaient. Et donc moi, j'ai choisi Toulouse parce que c'est là-bas qu'il y avait on va dire la génération montante et puis surtout les études qui allaient avec parce que ça a toujours été un double projet. Justement, avant d'aborder ta carrière en senior qui va vraiment débuter en 2007, on va le voir. Je voulais parler avec toi de la préparation physique et mentale d'un kayakiste. Une saison commence en général en octobre et se finit vers août-septembre, il me semble. Comment on découpe sa préparation? Comment on anticipe ses pics de forme? Est-ce qu'on fait d'autres sports pour être complet physiquement? Alors c'est vrai que c'est une préparation un peu plus, enfin totalement différente des sports d'équipe, par exemple. Nous, on a des compétitions tout au long de l'année, mais en fait, on critérise les compétitions. On a souvent un objectif principal majeur. Donc, quand j'étais ado, c'était souvent le championnat de France du mois de juillet. Donc, c'est vrai qu'il y avait une période hivernale qui pouvait être relativement longue. Où on commençait en septembre-octobre par beaucoup de foncier, d'endurance, en bateau, hors bateau. Et puis ensuite venaient à partir de février les compétitions un peu plus importantes. Et puis aussi des stages au printemps où on venait donc de Bretagne vers le sud parce que les rivières étaient chargées en eau glaciaire. Donc du coup, c'était super sympa. Et puis les compétitions voilà, nationales, éventuellement, commençaient à ces périodes de février, printemps. Et puis en juillet, il y avait la compétition majeure. Donc d'un point de vue pic de forme, l'objectif c'était de monter en puissance au fil de la saison et d'être le meilleur possible en fin de saison. Donc, euh, donc ça laisse du temps à des préparations longues, sur des cycles longs de 3 semaines, 4 semaines par type de pratique. Et puis beaucoup de foncier. On était au début jeunes, donc il fallait faire. On faisait pas mal de foncier, de la longue distance. On allait chercher la mer. Je me souviens de ces séances où on partait du club sur la rivière, donc on rejoignait l'estuaire, on revenait, ça faisait des sorties de 1h30, 2 heures parfois. Donc c'est des trucs assez longs quand on a 14-15 ans. Et ensuite, il y a aussi pas mal de travail à terre, donc avec de la course à pied, pareil, toujours soit sur de la longue distance, ou enfin pas aussi long par contre qu'en bateau, mais sur 1 heure, quoi, ou alors des 5 km. On faisait pas mal de 5 km parce qu'à à ces âges-là, là, de Benjamin à Cadet, on avait des tests nationaux qu'on retrouve encore maintenant, hein, avec des 5000 mètres, avec des pompes, avec des tractions. Du coup, il y avait des indicateurs pour rentrer en structure, ou enfin, il y avait des progressions à voir. Il y avait aussi des tests en bateau. Et donc, en course à pied, il y avait le 5000 mètres, quoi. Donc, c'était un peu l'objectif. Donc, on faisait et du long et du court pour préparer ce test. Voilà, après, un peu de musculation à poids de corps. Voilà, des trucs légers mais qui forment déjà un peu une structure musculaire pour les ados.
et voilà, on faisait du foot. Voilà, c'était assez léger, ouais, à cette époque-là. Et on arrive en 2007, donc tu débutes ta carrière en senior et c'est une très belle année. Tu participes seulement à ce moment-là à ta quatrième compétition internationale à l'âge de 20 ans et tu deviens champion du monde au Brésil à Foz do Iguaçu, si je le prononce bien. Et c'est aussi l'année où tu as un nouvel entraîneur, Vincent Rodon. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces championnats-là et nous raconter un peu cet exploit à l'époque? Ouais, ouais, alors bon, il y a eu quand même des hauts et des bas avant ça, parce que en fait, déjà en 2004, donc quand j'étais encore en Bretagne, il y a eu des bas. Je me suis disloqué une épaule, luxé une épaule sur un stage équipe de France, milieu d'année 2004. Et c'est vrai que ça me met hors de tout pendant 6 mois, le temps que ça guérisse, qu'on renforce. Donc ça, c'était en junior 1 que ça m'est arrivé. Donc après, je suis revenu sur le devant de la scène en junior 2 et je fais les perfs internationales dont on parlait au championnat d'Europe. Suite à ça, je pars à Toulouse. Gros changement, hein, loin des parents, colocation, nouveaux entraîneurs, nouveau groupe d'entraînement avec tous les cadors de France. Et puis nouvelle vie un petit peu étudiante aussi, comme tout à chacun. Et donc du coup, en fait, je me blesse, assez vite. J'ai deux tendinites, enfin une tendinite à chaque coude, qui me gêne assez vite cette première année à Toulouse, quoi, 2005-2006. Donc du coup, j'ai vraiment un entraînement en dents de scie. Donc on se pose des questions sur l'entraînement, sur la nourriture, sur le matériel, donc avec tous les entraîneurs, parce qu'il y en a plusieurs à Toulouse. Et on trouve finalement des solutions avec de l'acupuncture, des choses qui me vont bien. Donc en 2006, j'arrive aux fameuses sélections équipe de France au mois de mai à Pau, et bon, je prends une rouste. J'ai plutôt une année, un été assez vide de compétition ensuite parce que je suis pas sélectionné. Mais du coup, je vais faire plein de stages avec les copains sur différents bassins partout en Europe pour emmagasiner en fait une bibliothèque qu'on appelle ça, quoi. Vraiment aller découvrir plein de sites sur lesquels il se passe des compétitions ou non, et de manière à vraiment enrichir ma technique. Et du coup, j'arrive en fin d'année 2006 et début d'année 2007, vraiment en forme, quoi. En forme. Et puis du coup, là, je fais une nouvelle saison. J'ai plus de pépins physiques et la saison se passe bien. Là, les sélections équipe de France se déroulaient en 2007 en Espagne, sur le site de CO d'Urgell. Donc, on faisait beaucoup de stages de préparation du coup là-bas, que ce soit avec le centre d'entraînement de Toulouse, ou bien avec mon club de Lannion, ou la région Bretagne qui est très dynamique et qui du coup organisait aussi des clubs là-bas, des stages là-bas, pardon. Et donc me voilà, en la faisant vite, en sélection en mai à CO d'Urgell, et je fais de bonnes perfs. Et notamment, c'est sur, alors, sans rentrer trop dans le classement de la compétition, mais ça se fait en 3 étapes, et sur la dernière étape, je fais un truc super. Et ce qui me permet de me sélectionner, donc d'être le troisième prix. Il y en a 3 qui sont pris, troisième prix en équipe de France. Donc avec Julien Billot et Pierre Bourliot. Pierre Bourliot qui est un collègue d'entraînement de Toulouse, donc pas mal. Et Julien Billot qui est une des stars, quoi, du moment, quoi. Champion d'Europe, vraiment un type super. Et donc du coup, me voilà en équipe de France. Donc là, tout de suite, équipe de France senior, c'est le grand truc, à 20 ans. Et c'est une année en plus pré-olympique. Donc du coup, l'année est longue. On a des Coupes du Monde, championnat d'Europe, un championnat du monde, des pré-olympiques. Donc vraiment une année riche, quoi, en compétition. Pour moi, c'est l'occasion de faire mes armes sur des courses vraiment d'importance avec tous les cadors.
Et bon, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, au début, il y a il y a la foule de la jeunesse qui est là et il y a pas mal de ratés. Mais vu que l'année est longue, eh ben, ça permet de construire, reconstruire, travailler les choses en compétition. Donc c'est un bon apprentissage. Et puis la dernière course de l'année, c'est la plus importante, les championnats du monde, donc à Foz do Iguaçu, donc ça se dit comme ça, au Brésil, à la frontière avec le Paraguay et l'Argentine. Et, euh, et donc, euh, et donc me voilà là-bas et puis on fait plutôt des bons championnats du monde et moi je remporte la médaille d'or. Après alors c'était un mode de fonctionnement, une progression un peu différente. En plus avant c'était la manche de demi-finale était associée à la manche de finale en termes de chrono et du coup le classement en général se faisait là-dessus. Donc du coup il y avait une régularité en plus à tenir quoi. Donc pour un petit jeune de 20 ans, ouais, je fais premier en demi, je pars dernier en finale à m'élancer et je plante le clou en faisant un super chrono en finale aussi et en remportant le truc. Donc là, c'est un petit peu changement de vie dans le sens où bah ça y est, Seb Combo il devient champion du monde. Puis on fait la perf par équipe en faisant deuxième avec Pierre et Julien, un truc génial. Donc voilà, l'issue de ça, j'en ressors vraiment super content. Et puis c'est de nouveaux horizons aussi qui arrivent derrière parce que ça y est, je suis champion du monde. Donc bah voilà, et puis je rentre dans le dispositif élite de la fédération au niveau ministériel et tout ça. Donc j'ai des soutiens financiers, etc. Donc c'est à partir de là, on change un peu de catégorie, quoi. Voilà. Et justement, tu évoquais Julien Billot et Pierre Bourliot. Ils étaient jeunes aussi, mais ça n'empêchait pas Pierre d'avoir déjà une belle expérience sur le circuit. Est-ce qu'ils ont été précieux pour toi, justement, en conseil sur tes premiers championnats du monde? Oui, parce que alors sur les championnats du monde et surtout la préparation qu'il y a eu avant, on est allé à Pékin parce qu'il y avait les pré-olympiques là-bas. On a fait des coupes du monde. Alors je me souviens plus des sites, mais un peu partout en Europe avec eux. Julien, en fait, c'était donc le plus âgé des deux. C'est un mentor, quoi. C'est celui quand on est petit, qu'on regarde faire des stops de fou. Lorsque j'étais blessé en 2004, donc avec ma luxation. Je regardais en boucle les images des trois champions du moment qui étaient Julien Billot, Fabien Lefebvre et Benoît Péchier. Ils étaient tous soit champions du monde, soit champions olympiques, soit champions d'Europe. Donc on les appelait, je sais plus comment on les appelait, mais c'était les stars, quoi. Les stars planétaires, hein, parce que ils raflaient tout, quoi. Donc du coup, quand on se retrouve à faire une course par équipe avec eux ou à être à l'entraînement avec eux, Julien il était clairement meilleur que moi. Mais le sport, c'est ça, quoi. Il y a effectivement à être bon, très bon, mais ensuite il y a à être bon le bon moment, au bon moment. Et ça, c'est quelque chose qui est plus difficile à faire. Et bon, sur ce championnat du monde, Julien, il n'a pas réussi. Mais en tout cas, dans toute la préparation, dans les courses qui ont précédé, ça a été super enrichissant, ouais, tout à fait, ouais. Champion du monde à 20 ans, est-ce que à l'issue de ces championnats, tu penses aux Jeux Olympiques qui sont l'année d'après, justement, les Jeux de Pékin? Ouais, alors je pense qu'on pensait plus pour moi que moi je n'y pensais. Et c'est ça un peu la difficulté qui a suivi, c'est-à-dire que bon, j'ai jamais forcément été, même si j'adorais la compétition, complètement omnibulé par les Jeux Olympiques. Et c'est vrai que du coup, quand je gagne les championnats du monde une année pré-olympique, tout de suite c'était le truc de fou et tout le monde me voyait déjà au départ des Jeux. Donc forcément, l'attente est lourde. Les changements sont importants pour moi. Au niveau statutaire, il y a plein de choses qui ont évolué. Au niveau sollicitation aussi. J'ai mis mes études entre parenthèses un petit peu cette année-là parce que c'était dur de tout mener. Alors est-ce que c'est un bon choix? Je suis pas persuadé, mais en tout cas c'est le choix que j'ai fait à ce moment-là. Et forcément, il y a eu des stages tout de suite. Je crois que les championnats du monde c'était en septembre, et puis début octobre on était en stage à Pékin 3 semaines avec tous les cadors. Puis là le truc c'est qu'on rentrait dans Enfin, j'étais en compétition dans les élites, on va dire. Et puis, les élites, bah, c'était Julien, avec qui je m'entendais bien. Mais il y avait aussi Benoît Péchier, il y avait aussi Fabien Lefebvre, qui étaient
qui était qui avait ce même genre de statut, qui avait beaucoup plus d'expérience que moi et qui clairement voyait d'un mauvais œil le petit jeune qui arrivait. Donc il y avait une forme c'était pas la même ambiance, quoi. C'était pas une ambiance, j'ai envie de dire, jeune, motivée. C'était plus autour de moi des gens qui ont des vraies contraintes de vie, qui ont entre 25 et 30 ans, donc avec des enjeux soit de sponsor, soit de vie familiale, qui, maintenant je les connais, hein, donc qui changent la donne et forcément qui ont aussi une autre approche de l'entraînement et de la compétition, qui savent vraiment ce qu'ils viennent faire là, parce que sinon il faut aller faire autre chose et s'y mettre rapidement. Alors que moi, à 20 ans, c'était du jeu, quoi, que du jeu. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une ambiance particulière. Et puis le bassin de Pékin était difficile, donc du coup je prenais pas mal de rouste. J'étais un poids léger, un petit bateau, donc du coup des gros rouleaux de partout, c'était vraiment pas facile. J'avais moins de technique que les autres aussi, donc du coup je subissais un peu, c'était pas facile. Et donc les Jeux Olympiques, j'y pensais, c'était vraiment l'objectif de l'année, mais saison qui était pour le coup courte. En 2007, j'ai vraiment eu le temps de me préparer, de faire plein de choses, etc. Mais pour le coup, en 2008, c'était l'inverse. C'est-à-dire que la saison a commencé très tôt, en octobre. A commencé très tard en octobre. Et puis, il y a eu beaucoup de sollicitations, des stages assez lourds où il faut quand même trouver ses marques. Donc, du coup, c'était pas évident. Et je pense que j'arrive ensuite aux sélections, donc qui se déroulaient encore une fois à CO d'Urgell en Espagne. J'arrive aux sélections pas prêt. Pas prêt. Parce que oui, justement, comme tu disais, t'es pas maintenu en fait en équipe senior et tu retournes en équipe des moins de 23 ans. Donc c'est par rapport au facteur que t'expliquais. Tu ressentais c'était plus un jeu, tu ressentais un peu de pression déjà. Disons que la pression, on la connaît de manière générale quand on fait de la compétition de haut niveau, mais c'est surtout la nouvelle dimension que j'avais pris et le fait que j'avais eu moins de temps ou moins, et puis aussi peut-être que je l'avais pas assez bien fait ou pas de la bonne manière, l'entraînement nécessaire qui a fait qu'aux sélections, qui est un peu le coup près de l'année, pour le coup, à cette période de ma carrière, il y avait deux pics dans l'année, quoi. Il y avait le pic pour les sélections et le pic pour la course finale, qui était souvent les championnats du monde. Donc du coup, il fallait arriver en forme aux sélections, parce qu'à cette époque-là, les Français, comme je disais tout à l'heure, les 3 premiers Français, ils faisaient champion du monde, champion olympique, champion d'Europe. Donc, si on voulait être dans l'équipe de France Senior, il fallait être dans les meilleurs mondiaux, quoi. Et ça, on l'a pas forcément, même si on a fait champion du monde un jour, on n'a pas forcément le niveau d'être performant tout au long de la saison, n'importe quand. Donc ça a été ma difficulté et donc du coup aux sélections j'échoue, je sais plus quelle place je fais, mais c'est pas un grand résultat. Et derrière je fais quand même les championnats d'Europe en 2008 et ensuite j'enchaîne sur effectivement toute la tournée moins de 23 ans où là il y a des beaux résultats par équipe, mais c'est vrai que c'était pas ça, quoi. C'était pas ça. Ouais, les années qui ont suivi, je pense qu'on peut faire un paquet entre 2008 entre 2009 et 2012 particulièrement, où c'est une des années où j'ai eu du mal à trouver mon moi-même, en fait. Mon moi-même, je pense que j'ai pas réussi à trouver les clés qui me permettaient de perfer au bon moment. Et puis il y avait de la confrontation forte aussi en parallèle avec des athlètes vraiment solides. Et donc du coup j'ai fait, même si je faisais des perfs intéressantes au niveau français, les autres ils étaient meilleurs sur les sélections et du coup c'est eux qui allaient en équipe. Donc ça a été frustrant, ouais, pendant toutes ces années, jusqu'à 2012 où je me sélectionne pas pour les JO. Je me pose vraiment la question de continuer à faire de la compète. Et justement, pour l'anecdote, en 2012, donc les Jeux, moi je voulais pas aller les voir, les Jeux à Londres.
Voilà. Et puis en fait, il y a mon mentor de l'époque qui est la personne au niveau régional qui m'a vu et qui m'a dit non mais lui, il faut l'accompagner. Jean-Yves Prigent, qui était conseiller technique régional, qui me dit mais les jeux, si un jour tu veux y aller, il faut commencer par aller les voir. Et il me dit, tu vois, Benoît Péchier, je lui ai dit la même chose, donc nombreuses années plus tôt. Et il était parti voir les Jeux à Sydney en 2000. Et en 2004, il est champion olympique à Athènes. Donc, bon, c'est des anecdotes, mais mine de rien, il a raison. Je pense que les Jeux ou n'importe quelle compétition, enfin, en fait, un objectif, si on veut l'atteindre, il faut qu'il fasse rêver. Et c'est vrai que ça a été un peu un élément déclencheur pour moi. Donc, je suis allé les voir. Aussi grâce à un sponsor qui m'a pas mal aidé pour aller les voir. Et puis ensuite, voilà, ça m'a vraiment donné envie d'y retourner. Et puis j'ai totalement changé ma manière de m'entraîner, de savoir aussi mieux ce que je souhaitais faire. Je suis sorti du giron des centres d'entraînement pour m'entraîner de manière autonome. Donc sans entraîneur, hein, clairement. Et du coup, mais du coup à ma manière, vraiment sur ce que je voulais, de mieux percevoir ce qu'on peut appeler souvent maintenant les motivations profondes. Donc ça fait son petit bout de chemin. Je pars m'entraîner dans des lieux un peu nouveaux. Les Émirats Arabes Unis, voilà, tout début 2013. J'ai une nouvelle préparation et puis ça se traduit super bien sur les sélections 2013 où je pars plutôt bien. Et puis bon, finalement, ça se termine mal parce que je prends une pénalité un peu difficile sur la dernière course. Mais j'ai jamais fait depuis 2007 des sélections pareilles, quoi. Vraiment à de la belle nave sur des sélections. Donc là, quelque chose est parti. Et dans la même poursuite, finalement, je continue pareil en 2014. Et là, ça match. En 2014, je me sélectionne en équipe de France senior à nouveau. Et là, la difficulté, c'est j'ai construit quelque chose d'assez autonome, sans entraîneur. Et du coup, je réintègre un collectif équipe de France. Alors heureusement pour moi, il y a Vincent Redon qui a été mon entraîneur de 2007 pour les championnats du monde et puis qui a suivi en 2008, etc., qui me connaît très bien et qui s'assoit à côté de moi, qui me laisse l'espace effectivement. On discute vraiment du projet, de la manière de s'entraîner, de discuter, d'échanger, mon besoin de me sentir autonome, donc du coup l'obligation pour lui d'être en retrait. Donc on construit un truc un peu spécial et puis bon, il y a d'autres athlètes autour qui tournent, qu'il faut associer ou non, enfin c'est pas évident. Et bon, on arrive à le faire et puis on part sur les différentes courses internationales 2014 et puis il y a des belles perfs, hein. Je retiens des belles places, Coupe du Monde en Allemagne à Augsbourg, Coupe du Monde en Espagne où là je fais carrément un podium. Donc on est en 2014, ouais, il y a des bons signaux quoi. Et puis on va aux États-Unis donc où étaient les championnats du monde et puis ça se passe plutôt bien cette finale mythique pour le kayak français avec 3 Français sur les 3 marches du podium, quoi. Exactement, ouais. Alors ça, bon, c'est le summum quoi. C'est le summum, mais disons que tout, voilà, le stage de prépa, ça se passe bien. Puis bon, on est en Cannes quoi, les Français. Et puis effectivement, cette fameuse finale où on arrive à être tous les trois en finale. Ça arrive pas tout le temps d'être déjà tous les trois en finale. Et puis chacun dans un bon move. Et puis finalement, on fait 1, 2 et 3, donc c'est super. Et puis, je sais plus si c'est la journée, non, ou c'est le lendemain. C'est le lendemain, je crois. On fait la course par équipe. Et là, bim, on remet le tarif. Donc là, on était vraiment le kayak français, pour les garçons en tout cas, on était sur le toit du monde du kayak, quoi. C'était fabuleux. On repart avec des étoiles dans les yeux, quoi. C'était génial. Donc, et puis donc, d'un point de vue personnel, c'était aussi une super satisfaction d'avoir réussi à revenir.
mais aussi d'avoir avec mon entraîneur Vincent, et puis la personne avec qui je m'entraînais, l'autre athlète avec qui je m'entraînais, Mathieu Biasizo, qui finit troisième. Vraiment voilà, un joli travail. Enfin, on est un peu comme des cuisiniers, quoi. On met des ingrédients, on met des trucs, voilà, et puis on fait cuire, et puis à la fin on goûte, quoi. Est-ce que ça marche bien, et puis là c'est le coup près final, quoi. Et là, bah voilà, on conclut la saison. Il y a eu des hauts, des bas, on a essayé des choses, etc. Et puis ça marche. Donc voilà, bien. Et dans ce grand retour en forme de 2014, est-ce qu'il y a un peu de ce Sébastien Combeau de 2007 qui retrouve un peu sa fougue dans l'eau? Non, du tout, hein. Non, 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 au contraire, c'est deux bonhommes complètement différents. D'un côté, on a 2007 où j'avais un profil plutôt, bah, effectivement, la fougue, la jeunesse, l'insouciance. Voilà, un profil qui pour quelqu'un de bon et un peu sérieux, ça passe, quoi. Mais qui par contre dans la durée c'est un peu difficile. Voilà, ça, je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est pas forcément évident. Alors que le Sébastien de 2014, c'est quelqu'un qui a clairement mûri, qui a eu des moments difficiles et qui a mis des choses en place, parfois douloureuses, hein, d'un point de vue. Enfin, je veux dire, il y a eu vraiment des remises en question et tout ça. Alors bon, parfois, maintenant que j'ai un peu grandi, on relativise par rapport au monde qui nous entoure, mais je veux dire, c'est des choses personnelles où voilà, on se rentre dedans pour vraiment se dire tu veux y aller parce qu'il va falloir mettre des choses vraiment complexes en place et puis ça marche. Donc, et bon, c'est vraiment deux personnes totalement différentes, des approches totalement différentes entre voilà, 2007 et 2014. Et puis alors les années qui ont suivi, 2014, c'était dans le même esprit de 2014, ouais, tout à fait. Et on arrive sur cette grande période aussi pour toi de 2015-2016. Tu pars au championnat du monde de Londres cette fois. Et là, tu expliquais dans nos interviews pour West France que tu visais, bah, cette fois, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, que tu visais vraiment Rio cette fois par rapport à Londres ou Pékin. Ouais, tout à fait. Donc après 2014, bon là, je vois que j'ai un horizon de quelques années, une belle aventure à vivre jusqu'en 2017. Il se trouvait qu'on avait un championnat du monde, on savait qu'on allait avoir un championnat du monde en 2017 à Pau. Donc vraiment le truc de fou. Et les 2 années précédentes, on allait avoir une Coupe du Monde à Pau en 2016 et une en 2015. Donc en fait, il y avait une jolie trilogie d'années à vivre et en plus avec des JO en 2016. Donc vraiment, il y avait quelque chose de sympa. Donc ça donne envie, quoi. Ça booste, ça met des étoiles dans les yeux. Et donc du coup, je me suis investi comme il faut dans la poursuite de 2014. Et ben, en plus, avec quand même ben, là aussi des moyens qui étaient revenus après les perfs de 2014, mais tout en voulant garder cette fameuse approche que j'avais construite en 2013-2014 et qui me correspondait bien. Donc du coup, voilà, c'est vrai que bon, alors, je fonctionnais quand même pas mal en année. C'est-à-dire qu'en 2015, mon objectif c'était les mondiaux de 2015. En 2016, l'objectif c'était les JO. Et ensuite en 2017, le championnat du monde de Pau. Donc voilà, ouais, donc il y avait vraiment de l'envie. Justement, comment ne pas évoquer ce 9 avril 2016 à Pau. C'est là où se joue justement la sélection aux Jeux Olympiques. Et il y a ce mano mythique entre toi et Boris Neveu. Tu peux nous raconter un peu cette journée, ces courses, ces manches? Ouais, ouais, tout à fait. Donc c'est des sélections. Donc comme je le disais tout à l'heure, comme chaque année, les sélections se déroulent à peu près au mois de mai. Donc on est au mois de mai. On a chacun fait nos préparations hivernales avec quelques compétitions en début de saison. Alors forcément, il y en a qui vont sur certaines, pas d'autres. Donc bon, puis tout le monde n'est pas complètement en forme au bon moment. Mais l'objectif de tous, c'est d'être en forme au mois de mai sur les sélections. Donc 3 courses, 3 finales, on prend les 2 meilleurs résultats et bah, le meilleur va au jeu. Donc à ça viennent s'ajouter, parce que Boris avait gagné les championnats du monde de 2014, il y a des petits bonus. Donc Boris avait un petit bonus, un avantage sur ses sélections des Jeux de 2016. Et il se trouve que Boris gagne la première course des sélections. Donc du coup, dans mon cas, pour pouvoir espérer aller au jeu en 2016, il fallait que je gagne les 2 courses qui suivaient.
Donc le truc quand même un peu hard, mais pas impossible. Mais du coup, il y avait que moi qui pouvais le faire parce que je sais plus pourquoi, mais pour des raisons de classement, voilà. Donc j'étais le seul qui pouvait éventuellement le faire, mais il fallait que je gagne les 2 courses suivantes. Et et donc il y avait clairement un duel respectueux, mais un duel entre lui et moi. Et je crois que sur les 4 manches qui ont suivi, je gagne les trois voilà, je gagne les demi-finales, une première demi-finale, je gagne la finale. Ensuite, je dois faire 3-4 dans la demi-finale et ensuite sur la dernière finale, là je gagne à nouveau. Et je gagne à 6 centièmes devant Boris. Donc 6 centièmes, c'est rien. Hein. C'est à la vitesse où on va. Sur la ligne d'arrivée, c'est 30 cm, quoi. Donc c'est rien. Mais bon, voilà, c'est le jeu. On a un sport qui se joue à peu de choses. Je me souviens en 2013 que j'ai pas passé une porte à 2 cm. Mon menton n'a pas franchi la porte de 2 cm. Si je les avais passés, j'étais en équipe de France. Je les ai pas passés, je suis pas en équipe de France. Donc voilà, là aussi, là, ça a joué en ma faveur en 2016. Et là, c'est beaucoup d'émotions parce que les sélections, on a toute la famille, bon voilà, les sélections olympiques, c'est un cran au-dessus de toutes les sélections qu'on peut connaître. La France, encore en 2016, est une forte nation, donc du coup, ça veut dire beaucoup, quoi. On a une seule place, c'est quelque chose de grandiose, quoi. Le Brésil te réussit plutôt bien, on va dire. Te voilà à Rio pour disputer ces Jeux. Dans quel état d'esprit tu pars? Alors ça va vite, les choses vont vite parce que de mai, on a 3 mois pour préparer les Jeux. Donc les Jeux, voilà, il faut refaire un pic de forme pour arriver en forme au mois de fin juillet, début août. Entre-temps, on a quelques Coupes du Monde. Une fameuse Coupe du Monde à Pau qui a un bon entraînement parce que en fait, on sait qu'une course à la maison, il y a toujours beaucoup plus de pression, beaucoup plus d'ambiance aussi. Donc on se dit ça va être un bon repère pour Rio. Donc on la prépare un peu. Moi, il se trouve qu'en plus, à côté de ça, j'ai commencé à travailler depuis 2014 à l'Agglo de Pau. Et je suis investi sur ces organisations de 2015, 2016 et par la suite 2017. Donc du coup, c'est doublement intéressant. Et je fais des bonnes courses en 2016 à Pau et je termine, je crois, deuxième de la course. Donc deuxième de la Coupe du Monde. Je crois que c'est mon meilleur résultat en Coupe du Monde. Donc super, super content. Et parallèlement à cette course, on en fait aussi de nombreux stages à Rio. Alors Rio, c'est pas facile quand même. Rio, il faut se dire que quand on arrive à Rio, on va dans un hôtel sécurisé et on n'en sort quasiment pas parce que on nous dit que c'est craignos. C'est vrai que la première semaine de stage qu'on fait là-bas, y a les Russes qui se font piller la voiture en pleine route. Bouchon, ils s'arrêtent, une moto qui arrive, ils les pillent et ils repartent. Donc ça arrive le premier jour. Donc ça calme. Ça calme, ouais. Donc du coup, c'est vrai qu'on a une ambiance, enfin c'est une ambiance pas forcément très positive, quoi. On a peur. Après, il y a tout ce qui est moustique avec chikungunya, etc. Donc on flippe un peu aussi par rapport à toutes ces choses-là. Donc il faut savoir que le contexte c'est pas la plage Les Cocotiers, quoi. Donc voilà, après bon nous on est là-bas pour faire du kayak, donc le stade d'eau vive est plutôt lui pas mal. Et donc on s'entraîne, on fait de nombreux stages d'entraînement là-bas dans le but d'être le plus performant au JO. Il faut savoir que chaque nation a le même nombre de créneaux, même nombre d'heures de créneaux proposés. On peut pas aller s'acheter des créneaux en plus, aller vivre 3 mois au Brésil et puis poncer le bassin dans tous les sens à naviguer. Non, on peut pas faire ça. On a, je ne sais plus combien c'est, mais si c'est 3 semaines pour tout le monde, c'est 3 semaines pour tout le monde, quoi, pas plus. Donc du coup, on a fait nos différents stages de préparation. Moi, j'ai pu amener avec moi Mathieu Biasizo, donc qui était un peu mon partenaire d'entraînement dans ces années-là. Et donc on a passé de bonnes phases d'entraînement pour Rio. Et puis voilà, après la cérémonie d'ouverture, enfin avant la cérémonie, on arrive aussi sur le
sur le site des Jeux pour, on va dire, l'ouverture officielle avec le village olympique, la découverte de différents équipements. Et puis c'est un peu plus tard que commence la cérémonie d'ouverture et puis les compétitions, quoi. Voilà. Ça fait quoi justement de faire ce tour de stade devant le public? Ah, c'est vraiment quelque chose qu'on n'oublie pas. Et c'est vrai que c'est assez grandiose. C'est assez grandiose quand on rentre dans ce grand stade, qu'on voit toutes ces paillettes, tout ce monde qui est là pour passer un super moment, et puis de savoir aussi qu'on est sur toutes les télés du monde, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. On relativise aussi les joueurs de foot quand ils marquent des buts, en se disant ils font vraiment les kékés, mais c'est vrai que je pense qu'il y a de quoi perdre la tête quand on est dans un stade de 90 000 personnes en furie, dans une ambiance de feu, devant toutes les télés, et qu'on a marqué un but. Enfin voilà, c'est des choses qu'on se dit. En tout cas, c'était un bon moment. C'était un bon moment, même si c'est vrai que c'est un peu long de marcher, l'attente, etc. Il y en a qui décident de ne pas le faire, ce fameux tour de stade. Mais en tout cas, moi, je l'avais fait. Et je suis content de l'avoir fait. C'est vrai que les Jeux, c'est particulier hein, pour nous, kayakistes. Ça n'a rien à voir avec un championnat du monde, ou un championnat fédéral de manière générale. Là, on rentre dans la grande cour, on a beaucoup plus de contraintes. On est vachement moins nombreux en termes d'athlètes, que ce soit au sein de l'équipe de France, mais aussi le nombre d'athlètes canoë-kayak. Donc ça fait des courses avec beaucoup d'attentes, avec moins de monde de manière générale. Il y a plus de staff que de compétiteurs. Donc du coup dans tous les jours précédant la compète c'est pareil hein, l'ambiance, le moment où on va manger avec les gens, c'est un peu plus comité plus petit quoi, voilà. Donc c'est des courses qu'il faut voilà, appréhender. Je pense que c'est bien d'avoir vécu une première fois les Jeux pour ensuite les vivre une deuxième fois et être peut-être plus performant, mieux comprendre, mieux préparer les choses. En tout cas, à Rio, on a essayé de faire le mieux possible. Et voilà, après, ça marche. Ça a marché, j'ai envie de dire, moyennement me concernant. Je termine 8e, j'ai une pénalité. Je pense que je ne suis pas passé complètement à travers. Je pense que j'ai livré ce que j'avais de mieux en stock au moment de la course. C'est juste que j'ai pas su élever davantage mon niveau. On aurait pu espérer mieux. Je pense pas le podium, mais en tout cas, voilà. Donc c'est une 8e place. Voilà, c'est pas le résultat de la carrière, mais c'est quand même pas mal. En 2018, tu raccroches définitivement la pagaie à 31 ans. Aujourd'hui, si tu devais faire un bilan de ta carrière, justement, ce serait quoi? C'est une belle carrière hein, déjà parce que bon on compte les années seniors, mais c'est une belle carrière. Enfin quand je vois ce qui a été accompli dès le plus jeune âge, les différentes étapes, les différentes personnes, les échanges humains qu'il y a pu avoir, les joies, les peines, c'est quand même riche en émotions, en dépassement de soi, en découverte aussi du monde, de soi-même. C'est enrichissant. Voilà, c'est aussi beaucoup de fierté par rapport aux beaux résultats qui ont pu être obtenus. Voilà, la cerise d'avoir découvert les Jeux Olympiques. Donc non, c'est une très jolie carrière, voilà, qui a pu aussi m'aider à passer sur ce que je fais aujourd'hui, à travailler dans les événements, dans les équipements sportifs. C'est qui m'a, enfin, voilà, au début, je prévoyais de travailler dans l'ingénierie hydroélectrique, mais voilà, au sport, c'est aussi ma carrière sportive qui m'a ouvert les yeux sur cette facette professionnelle qui existait et qui m'a donné envie de travailler là-dedans aussi. Donc non, c'était une carrière riche, ouais, riche. Et puis finalement 2018, donc suite au championnat 2017, championnat du monde à Pau, bon voilà, la boucle est bouclée et j'ai la sensation d'avoir fait le tour de la question et que voilà, il est temps de passer à autre chose. Et du coup, cette transition entre professionnel et sportif s'est plutôt bien passée. C'est quand même quelque chose quand on a une carrière longue.
qui posent question. On ne sait jamais quand est-ce que c'est bon d'arrêter, si ça sera bien après. Certains parlent de petit enterrement. En ce qui me concerne, ça s'est bien passé. Et voilà, je suis super content de la transition adoptée. Voilà, c'est plutôt bien. Ben, merci beaucoup, Sébastien. Avec plaisir, merci à vous.